Madame, Messieurs, il suffit d'observer quelques gestes barrières pour éradiquer complètement cette pandémie ici en République démocratique du Congo. Sachez que nous luttons contre un ennemi invisible, mais sachez que la Covid-19 n'est pas invincible. Alors observons tous ces gestes barrières. Bienvenue à toutes et à tous à ce plateau spécial Covid-19. On en parle, urgence santé. Nous parlons aujourd'hui de la prise en charge de personnes atteintes de cette maladie qui est bel et bien la Covid-19. Pour ce faire, nous recevons sur ces plateaux un spécialiste en santé publique. Il est aussi un membre de l'équipe de la riposte contre cette pandémie. Il s'agit là du docteur Michel Mouvoudi. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Gabriela. Et je ne serai pas toute seule sur ce plateau. À ma droite, j'ai J'espère Labunda. J'espère, bonjour. Bonjour Madame Gabriela, bonjour Docteur Michel Mouvoudi. Bonjour, J'espère. Bonjour aux fidèles téléspectateurs. Je parie que nous allons passer des moments tellement précieux parce que, en tant que membre de l'équipe des ripostes, les éclairages supplémentaires nous seront bien sûr fournis. Exactement, merci. Alors, une première question, Docteur Michel Mouvoudi. Vous êtes membre de cette équipe de riposte. Alors, comment évolue le travail que vous effectuez depuis un mois et demi ? Merci Madame pour d'abord cette opportunité que vous me donnez à la fois de communiquer avec la population mais aussi d'aborder des questions d'ordre opérationnel en rapport avec la lutte contre la pandémie au Covid-19. Alors visiblement, si vous voulez que je vous dresse un tout petit bilan en rapport avec la riposte, je crois que je pourrais l'articuler sur trois volets. Donc un bilan technique d'abord, un bilan opérationnel, un bilan stratégique. Okay. Alors, sur le bilan technique, je vais principalement m'appesantir sur l'évolution en termes de l'épidémie, donc en termes de nombre de cas. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2020, donc le pays compte 1455 cas Covid-19. Vous avez 61 décès, ce qui vous fait un taux de létalité ou de mortalité autour de 4,1%. Nous avons justement aussi, quand même, il faut le dire, obtenu 270 guérisons, ce qui est très bien. Évidemment, en termes de provinces touchées, on en a 7. Okay. Ce n'était pas le cas il y a 3-4 semaines. On a aujourd'hui 7 provinces qui sont affectées, mais notez quand même qu'il y a des provinces qui ont fait des efforts considérables et qui ont déchargé des malades. C'est notamment le Kwilu, c'est le cas aussi de la province du Sud Kivu. Okay. Mais nous avons des provinces qui ont rejoint le peloton de désinfectés, c'est notamment le Katanga et le Congo central où la situation semble pas très bien encore évoluer jusque-là en termes de contamination. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Mais alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? On retient premièrement qu'il faut renforcer les mesures barrières. Donc je pense qu'à la fois, il faut comprendre que la propagation ne peut être limitée que par l'observance des mesures barrières. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Mais deuxièmement aussi, je crois qu'il faudra de plus en plus augmenter le dépistage dans la population. Je l'ai mentionné sur plusieurs chaînes. Lorsque vous avez une maladie de ce type où vous avez la plupart des personnes asymptomatiques mais qui sont en train de contaminer, il faut dépister le plus de cas le plus tôt possible pour les traiter et les isoler. Donc ça, c'est vraiment sur le volet technique. Et je crois que ce qui a été fait quand même en termes de progrès sur ce point-là, il faut mentionner, c'est qu'en fait, le taux de létalité des décès a sensiblement diminué. Au début de la pandémie, on était autour de 10%. On est aujourd'hui autour de 4,1%. C'est encore beaucoup. Je mentionne que c'est encore beaucoup. Il y a lieu de faire des efforts pour justement arriver à un taux qui soit quasi de zéro, parce que la mort, un être humain reste un être humain, on ne peut pas accepter qu'il y ait des décès, et si vous regardez dans beaucoup de pays, on a de très bonnes situations en termes de prise en charge, donc on a ce défi-là. Mais de l'autre côté, il faut avouer quand même qu'avec le protocole actuel qui a été validé au niveau pays, qui est constitué justement de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de la vitamine C et du zinc, on a quand même enregistré 270 guérisons, ce qui n'est pas peu, d'accord ? Donc je crois que c'est important de le souligner. Alors, sur le plan opérationnel, vous savez, les équipes sont sur terrain. Le pays a adopté l'approche zone de santé, ça veut dire en fait au niveau de la ville-province de Kinshasa par exemple, vous avez 35 zones. Ces 35 zones sont des unités opérationnelles pour la mise en œuvre du plan de riposte. Okay. Alors, sur ce point, je pense qu'il faut quand même avouer que mes
dernières supervisions montrent qu'on a des défis énormes de moyens financiers et logistiques au niveau des zones de santé. En tout cas, lorsque j'ai visité la zone de santé de Mbinza aux zones, la zone de santé de Mbinza Météo, Lemba, dernièrement Gombe, on a besoin de donner encore le plus de ressources aux équipes de terrain pour mener à bien cette riposte. Alors, je termine avec le plan stratégique. Sur le plan stratégique, je continue à insister justement sur les efforts à faire en termes de communication. Vous savez que cette riposte a plusieurs instances stratégiques qui doivent justement bien collaborer, bien communiquer. Il y a des efforts très intéressants qui sont en train de se faire enregistrer, mais il faut continuer. Voilà, docteur Michel Mouvoudi, reculant un tout petit peu en arrière, peut-on parler, à ces stades où nous trouvons à présent, nous enregistrons plusieurs cas par jour, 70 cas, 15 cas, peut-on dire que la RDC est rentrée dans une phase exponentielle? Alors, phase exponentielle, si vous regardez l'évolution de l'épidémie en tant que telle, ça veut dire, oubliez, je vais vous parler du matching épidémie-population. Si vous regardez la manière dont on a évolué, je n'ai pas la courbe avec moi, mais vous allez vous rendre compte que la courbe est principalement en dents de scie. D'accord ? Vous n'avez pas cette courbe, vous n'avez pas la même courbe qu'on a par exemple en Italie ou en France où la courbe vraiment monte de manière exponentielle. Vous avez une courbe principalement en dents de scie. Et pour votre information, madame, les derniers cas qui ont justement explosé la ville de Kinshasa étaient principalement issus des dépistages de la prison de Ndolo. D'accord ? Et tout récemment aussi des cas qui viennent du Congo central. Ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. Mais en fait, moi, je l'ai mentionné plusieurs fois, et c'est un avis de spécialistes. Je crois qu'il faut retenir qu'en RDC, vous avez une forme très asymptomatique. Ça veut dire quoi? Vous avez des personnes visiblement en bonne santé, mais qui contaminent. C'est comme ça qu'il faut faire des efforts pour dépister le plus de gens, parce que moi, j'ai l'impression que la maladie peut circuler à bas bruit. D'autant plus que même déjà avant le 10 mars, quand on a déclaré le début de l'épidémie, je pense qu'il y avait probablement déjà des cas de Covid-19 en RDC. C'est possible parce que vous vous rappelez qu'en ce moment-là, les gens allaient en Chine alors que la Chine était touchée. Les gens allaient en France, en Belgique, en Italie, alors que ces pays étaient fortement frappés par la pandémie. Est-ce que la maladie était déjà là? C'est possible. Ok, ce sont des hypothèses. Mais je crois que pour le moment, l'augmentation de cas doit nous donner deux leçons. La première leçon, c'est comprendre qu'en fait, on doit renforcer les mesures barrières. Ça veut dire que le virus est en train de se propager. Okay. Le deuxième message, c'est aussi en fait qu'on a beaucoup intensifié les mesures de dépistage. Ce qui est bien, parce que moi, j'ai toujours dit, au plus on a des cas qui sortent, mieux c'est parce qu'on sait les identifier, les isoler, les traiter. On évite les réservoirs. Mais que de laisser une maladie évoluer à bas bruit. Donc, encore une fois de plus, il faut qu'on augmente ce dépistage pour qu'on arrive justement à une déplétion de la courbe. Vous avez étalé cette panoplie de stratégies. Vous avez parlé bien sûr de la stratégie et puis de la technique. Est-ce que nous pouvons au moins comprendre, malgré cela, malgré les multiples efforts déployés par l'équipe des ripostes, mais il y a toujours une certaine opinion qui continue à remettre en cause même l'existence de cette maladie sur le sol congolais, disant que, là c'est une opinion, disant que c'est une maladie réservée à une classe aisée. Est-ce qu'il y a un message peut-être à leur adresser? Bon, en fait, je vais vous ramener un peu à la genèse, Lorsque l'épidémie a éclaté en RDC, j'ai appris, comme vous, qu'il y avait des gens qui disaient que ce n'était pas vrai, y compris certaines classes intellectuelles. Quelqu'un m'aurait même dit que c'était une maladie qui ne touchait pas les Noirs. C'est une maladie qui ne résiste pas à la chaleur. Je crois qu'aujourd'hui, si vous regardez même la visite du chef de l'État dans les hôpitaux, vous avez vu des malades. Il y a même des gens qui disent « montrez-nous des malades pour qu'on puisse croire ». Mais quand vous avez vu le chef de l'État visiter Ngaliema, Cinquantenaire et ailleurs, vous avez vu des malades. Okay? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois qu'il faudra beaucoup communiquer. Et c'est le rôle des médias, c'est le rôle de la société, c'est le rôle de tout le monde. Il faut beaucoup communiquer pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas attendre quand on est malade soi-même pour croire que la maladie existe. Il y a certains gens qui pensent que c'est les autorités en principe qui devraient créer d'abord la confiance et l'installer dans le chef de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette population-là qui est exposée à la maladie. Vous avez parlé ici d'un ennemi invisible, mais malgré cela, on continue, j'insiste bien, on continue à régner même l'authenticité de la maladie ici en RDC. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de l'équipe des ripostes, peut-être qui n'arrive pas à Non, le problème est complexe. Oui. Le problème est complexe. J'étais en train de vous répondre là-dessus. Moi, je pense que le problème a 3 piliers. Très bien. Le premier pilier, je suis d'accord qu'il faut beaucoup améliorer la communication. D'accord? À travers tous mes messages, partout là où je passe, j'insiste, communiquer
communiquer. Déficit communicationnel. Voilà, il faut communiquer avec les gens. Tout le monde n'a pas la même compréhension, tout le monde n'a pas la même perception. Hein. Il existe ce qu'on appelle en santé les perceptions des populations. C'est normal. On l'a vu même à l'époque du sida. Lorsque le sida est apparu, il y a des gens qui vous disaient clairement que non, c'était... Je me rappelle, on parlait d'un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Mais c'est quand on a vu les gens mourir qu'on s'est dit, ah, cette maladie existe. Il a fallu beaucoup de communication là-dessus. Premier élément, d'accord? Donc je suis d'accord qu'il faut continuer là-dessus. Le deuxième élément, je crois qu'il faudra que les gens comprennent que, en fait, lorsque nous les experts, nous passons, on dit que la maladie existe, ok? Il faut quelque part que les gens prennent conscience et s'en approprient. C'est très important. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce phénomène, vous l'avez principalement ici à Kinshasa. Je comprends probablement qu'il y a des questions de contexte. Vous voyez tout ce qui se passe à Kinshasa, c'est tout le monde qui se mêle dans tout, que c'est possible parfois les gens oublient que non, en fait, on est devant une situation de vie. En province, on n'a pas cette situation-là. Vous voyez, il y a des provinces qui ont très bien géré cette épidémie et qui continuent à bien la gérer avec la participation de la population. Donc je crois qu'il faudra que, à travers les différentes couches, les églises, qu'on continue à faire comprendre aux gens que non, n'attendez pas que vous soyez vous malade pour dire que non, la maladie existe. Vous savez qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas. Et quand est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru quand ils ont vu leurs proches malades. C'est quand ils ont cru. Mais c'est, excusez-moi le terme, mais c'est manquer de sagesse, c'est manquer quelque part d'intelligence. Vous attendez que vous soyez malade, que votre père, votre mère, votre frère soient malades pour dire la maladie existe. Non. Je crois qu'il faudra comprendre cela. Le troisième élément, je crois qu'il faut prendre des mesures pour que toutes ces personnes, justement, aujourd'hui, qui continuent à nier que la maladie n'existait pas, d'autant plus que vous le savez, vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien. Il y a eu des personnes malades qui sont passées sur les médias, qui ont témoigné dans ce pays, qui ont dit, écoutez-moi, X, j'étais malade, on m'a soigné, je suis guéri. Alors, lorsque vous avez encore des personnes qui refusent de croire, et ces personnes commencent à constituer un danger pour les autres. Il y a un élément très important, docteur Michel Bouvoudi. Vous avez ici évoqué ces personnes qui passent à la télévision pour témoigner de leur guérison. Mais il y a aussi ces personnes-là qui nous balancent sur la toile des diverses vidéos avec toutes les réclamations et revendications sur leur prise en charge. Nous parlons aujourd'hui de la prise en charge, bien entendu. Exactement. Mais est-ce que ne voyez-vous pas que c'est là aussi vient gonfler la psychose dans les chefs de la population qui, à ce jour, au regard de tous ces faits-là, s'est dit, bon, la maladie existe, elle tue réellement, mais voici un peu les spectacles, ce qui s'est passé. Alors, vous avez mélangé deux choses, j'espère. Donc, vous avez premièrement la question d'abord de la perception de la maladie. Je vous ai répondu sur les trois piliers. Vous abordez une autre question, c'est la question de prise en charge. D'accord? Deux questions différentes. Hein? Je voudrais les aborder différemment pour ne pas créer la confusion. Voilà. La question de prise en charge est vraie. Les malades ont des droits. D'accord? Les malades ont des droits. Quand quelqu'un est hospitalisé qui n'a pas mangé, quand quelqu'un est hospitalisé qui n'a pas vu son médecin, il a le droit de se plaindre. D'accord? Mais malheureusement, la manière de se plaindre n'est pas celle qu'on voit. On ne peut pas faire des vidéos dans une salle et on envoie en disant ce ne sont pas ceux qui sont bien qui vont résoudre. Voilà. Les gens, on encourage de plus en plus les équipes de prise en charge à s'approcher des malades, à écouter leurs doléances, parce que quand quelqu'un se plaint qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas de climatisation, c'est une situation réelle qu'il faudra résoudre, n'est-ce pas? Qu'il n'a pas vu son médecin. Ça peut arriver. Et je crois que je l'ai dit, et on ne se cache pas, nous avons des défis sur la prise en charge. Mais retenez, monsieur, j'espère, et madame Gabriela, que pour faire une prise en charge, on a besoin de moyens, ok? Au-delà de l'éthique professionnelle, ok? Qui doit être imposée, n'est-ce pas, à tout personnel de santé vis-à-vis des malades, parce que les malades ont des droits, il faut des moyens pour que les gens soignent. D'accord? Vous avez appris, par exemple, qu'en Galema, on a eu du personnel de santé infecté. Vous avez... Imaginez-vous que vous avez votre femme ou votre mari qui part au travail, qui rentre, qui s'infecte. OK? Dans un contexte comme celui-là, vous pouvez lui dire de ne pas travailler. Ça, c'est un premier point. C'est des choses qu'il faut regarder. Mais de l'autre côté, je pense que, encore une fois de plus, l'incapacité de prendre en charge certaines maladies, pas seulement le Covid-19 en RDC, la situation tire ses racines de très loin. Regardez la situation globale du système de santé en RDC, les hôpitaux. On n'a pas beaucoup d'hôpitaux bien équipés dans ce pays. On n'en a pas. Moi, j'ai fait le tour du Congo. Voilà, moi, j'ai fait le tour du Congo pour votre information. J'ai visité 25 provinces sur 26. J'étais partout sauf dans le Bas-Ouelo, je n'ai pas encore été. Vous n'avez pas des infrastructures hospitalières qui répondent aux normes des soins de santé de qualité. D'où l'intérêt d'y penser, d'investir là-dedans et de dire, demain, si on a de l'argent, investissons dans les hôpitaux, formons le personnel de santé, donnons-leur le moyen et surtout la partie formation.
la manière d'accueillir, la manière d'être sensible aux demandes des malades, tout ça, ça compte. Je crois que c'est un chantier sur lequel il faut qu'on travaille et on y travaille, on est conscient justement des failles constatées, mais j'insiste encore une fois de plus, l'interface prestataire malade est une interface qu'il faut beaucoup regarder pour pouvoir améliorer la qualité des soins. Voilà, docteur Michel Mouvoudi, aujourd'hui, la population a tendance à faire confiance aux réseaux sociaux. Et ces mêmes personnes qui ont eu à réclamer, ils les ont fait à travers les réseaux sociaux. Alors, puisqu'il y a un déficit communicationnel au sein de l'équipe de la riposte, pourquoi ne pas utiliser ce même réseau où les gens, que ces malades-là, que ces personnes-là utilisent pour désinformer la population? Alors, décourager même. Vous devez comprendre qu'il y a une façon de communiquer en santé. Okay. En santé, on ne s'attaque pas aux rumeurs. Hein? Vous n'avez pas une rumeur, vous créez, vous commencez à répondre à tout ce que les gens disent. En santé, vous donnez le meilleur message. Sur les réseaux sociaux, vous avez deux choses. Vous avez justement des faits qui sont réels, qui nous arrivent, qui sont orientés à qui de droit pour les vérifier. C'est normal, ok? Que quelqu'un balance un message du type « Ah, un malade n'a pas mangé on quelque achète part. Par exemple le corps. Je vais y arriver. Un malade n'a pas mangé, vous balancez le message. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez voir. Il y a toute une inspection générale de la santé dans ce pays qui s'occupe de scruter ce genre de choses. Mais aussi, vous avez des fabricants des messages qui ne sont pas vrais. Vous en avez beaucoup. D'ailleurs, je peux dire, sur 10 messages que je vois passer à travers les réseaux sociaux, parce que les gens me les envoient, je peux vous dire, 8, c'est des messages inventés. Et c'est là où je voudrais que vous, les professionnels des médias, vous puissiez décourager. Vous savez que, je me rappelle au début de l'épidémie, je ne me trompe pas, il y a un monsieur qui était passé sur vos chaînes, je ne sais pas lesquelles, qui a conseillé aux gens de prendre le Congo Bololo. Et vous avez appris qu'il y avait des enfants décédés, oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ce monsieur-là? Non, c'est normal, il peut dire ce qu'il pense. Mais vous oubliez que lorsque vous laissez des personnes inventer des faux messages, le risque est plus grand. Nous sommes en santé, on n'est pas dans un processus électoral. Hein? On n'est pas dans un processus de construction de ponts ou de bâtiments. Nous sommes en santé. Vous sortez une image du type, ce médicament peut vous soigner du Covid, quelqu'un prend ce médicament, il meurt, mais vous êtes poursuivable, même condamnable. Vous comprenez? Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça qu'il faut décourager d'abord le comportement congolais qui pousse parfois les gens à faire des messages, à inventer des mots, à inventer des médicaments en disant oui, vous savez que ce médicament soigne. À votre avis, la motivation c'est quoi de tous ces gens-là la motivation, justement, des vidéos sur la toile. Mais la motivation de pouvoir nuire, c'est une motivation que vous retrouvez partout. Pourquoi les gens peuvent insulter? Pour quel intérêt? Mais justement pour gagner. Vous savez que, par exemple, en termes de cure, en termes de recours aux soins, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent, pendant que nous sommes en train justement de promouvoir qu'on trouve des médicaments, qu'on puisse travailler sur la pharmacopée nationale et qu'on trouve des solutions, mais il y a des gens aussi qui peuvent manipuler la situation pour tirer profit. Parce que tout simplement, il va vendre un service qui n'est pas bon. Et vous le savez, hein, on a eu dans ce pays de l'introduction des médicaments, des recettes qui sont nuisibles à la population. L'intérêt est celui-là. Mais aussi, n'oubliez jamais la nuisance. Okay? La nuisance existe. Lorsque vous me posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les gens déforment le message? Quelqu'un dit le Covid-19 n'existe pas. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement une nuisance. C'est comme ça qu'il faudra justement s'occuper de ces gens. Un, sur la sensibilisation, mais deux aussi, il faut punir toute personne, selon moi, qui invente un message qui ne tient pas la route. Au Brésil, j'ai vu un cas comme ça. Un monsieur est sorti, il a créé un message qui n'était pas vrai. On lui a demandé de prouver l'origine, il n'a pas pu prouver, on l'a arrêté. Au-delà de tout, docteur, vous avez reconnu la nécessité de disponibiliser des moyens nécessaires, bien entendu, pour que vous puissiez, bien entendu, éradiquer cette pandémie. Mais vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis que la Covid-19 est curable lorsqu'on s'y prend à temps, n'est-ce pas? Oui. Et pour le contrer en quelque sorte. Mais avec un seul laboratoire à travers toute la République, comment parvenez-vous à vous en sortir dans l'exercice de votre fonction? Alors, 2 points là-dessus. Excusez-moi d'être toujours structuré parce que j'aime bien comme ça. C'est évident. Alors, le premier point, la RDC, vous connaissez l'INRB. Depuis des années, on a toujours eu un seul Institut national de recherche biomédicale. Ok? Personne n'a pensé à faire ça. On a eu quand même l'argent dans ce pays, non? En 2015, nous étions les premiers exportateurs de cuivre. On est même passé devant la Zambie. Est-ce que qui a fait une émission, qui est passé à la télé pour dire construisez un deuxième laboratoire au pays? Personne. On a investi l'argent à quoi? À autre chose. On a construit des hôtels. Tout le monde en a. On a construit quoi? On a construit des flats. On a investi dans les maisons, on a fait des fêtes. Aujourd'hui, tout le monde réclame qu'il y ait des laboratoires partout. Mais la question que les personnels de santé que nous sommes, on vous pose, mais pourquoi c'est seulement maintenant? Alors que nous avons eu quand même des moments roses dans ce pays. D'accord? C'est pour vous dire encore une fois de plus, lorsqu'on a des moyens,
penser à l'essentiel aussi. L'essentiel, c'est aussi investir dans le système de santé. Si on avait justement investi dans la décentralisation des laboratoires, je crois qu'on n'aurait pas eu ce problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, vous faites face à un virus qui doit être diagnostiqué avec un certain type d'appareil. OK ? Il s'est fait justement que dans le plan que nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et les partenaires, nous avons demandé justement 135 millions de dollars, y compris justement la décentralisation de laboratoires. On a pensé qu'il faut en avoir au moins à Goma, au moins à Lubumbashi ailleurs. Et encore une fois de plus, pour retrouver dans ce temps qui court les matériels, les cartouches des appareils comme le GeneXpert, ça demande de la disponibilité. Vous parlez du stress, docteur. Est-ce que l'aspect psychologique dans la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19 passe à quel niveau? Ça passe. Alors, il faut que vous compreniez ici, il faut que vous compreniez ici, monsieur le journaliste, que le Covid-19 part d'un rhume banal à une infection pulmonaire. OK? Vous avez déjà eu la grippe. Est-ce que vous êtes parti vous faire hospitaliser? Non. C'est une grippe. Il y a des gens qui peuvent être soignés à domicile. Vous prenez les médicaments Péros, l'azithromycine, la chloroquine, la vitamine C, le zinc, c'est des médicaments que vous buvez. Notez d'abord ça. Qu'en fait, c'est une maladie à 85% qui est bénigne. Et vous pouvez justement observer certaines mesures et vous faire soigner à domicile sans forcément aller à l'hôpital. Le médecin. C'est comme ça que vous voyez des gens que nous suivons. Vous pouvez être là, vous pétez votre masque, vous prenez votre température, vous buvez vos médicaments et vous vous isolez pour ne pas contaminer. Il y a beaucoup de cas. C'est comme ça que quand il y a des gens qui disent non, voilà, on ne voit pas le nombre de malades, on ne voit pas les 1000 malades à l'hôpital. Non, à 85%, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôpital. Vous tous, vous avez fait une grippe, vous n'êtes pas allé à l'hôpital. Ça, c'est le premier élément qu'il faut mentionner. Maintenant, après, vous avez 15% des personnes qui sont en état grave et qui ont ce qu'on appelle les comorbidités. Ça veut dire, tu as le Covid, mais tu es diabétique. Tu as le Covid, tu es hypertendu. Tu as le Covid, tu as une infection rénale. Tu as le Covid, tu as une autre maladie qui aggrave la situation. Ces cas, justement, qui constituent la minorité, sont en milieu hospitalier. Vous comprenez ça? Donc, c'est comme ça que les gens doivent comprendre ça. Mais maintenant, je crois qu'il y a un adage très vieux qui dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Quand moi, je regarde la dynamique des quinoa ici, c'est principalement comment se faire soigner. Non, agissons en amont. OK? La réussite va être l'application stricte des mesures barrières. Si on applique ces mesures, mais nous allons éviter d'avoir la propagation des pandémies. On constate auprès de la population qu'il y a la psychose qui prend les dessus sur la prévention, docteur. On dramatise même la maladie. Je vous demanderai de faire les tours dans certaines provinces. Il y a des provinces là où les gens respectent ces mesures. OK? Il faut justement que vous intensifiez, vous les communicateurs, des messages. Il faut, 1. 2, je suis d'accord qu'il faut que la justice, plutôt la sécurité joue son rôle. Ça veut dire la police doit veiller à ce que si vous n'êtes pas en masque, ben écoutez monsieur, vous retournez ou vous êtes arrêté. Il y a eu même la décision du gouverneur prévoit même des sanctions. Il faut appliquer maintenant. Le chef de l'État dans ce message était très clair. Il faut appliquer ce qu'on a dit. Ça c'est important. Mais maintenant, il faut comprendre que lorsque vous voulez vous protéger, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne d'en haut et vous dise c'est votre propre santé. Vous comprenez? Les gens qui ont douté, il y en a qui ont eu des conséquences fâcheuses. Donc, il faut absolument que les gens comprennent. C'est pourquoi on est là. Hein. C'est pour vraiment appeler les gens à une participation et évidemment une discipline pour qu'on y arrive. Voilà, docteur Michel Mouvoudi, je rappelle que vous êtes spécialiste en santé publique, mais aussi membre de l'équipe de la riposte contre le Covid-19. Alors, permettez-moi de faire marche en arrière. Docteur, vous nous avez parlé de mesures barrières, vous nous avez parlé de ces déficits communicationnels, mais il y a un téléspectateur de cette chaîne qui m'a écrit la semaine dernière, il m'a parlé du district de la Tchangou. Observant cette partie de la capitale, les gestes barrières ne sont pas respectés. Eh bien, moi, je pu consulter ces tableaux-là et jusque-là, il n'y a aucun cas à Tchangou. Vous avez dit qu'il n'y a pas de cas, parce qu'il y a des cas symptomatiques, mais qui n'ont pas de signes et qui contaminent. Voilà. Donc d'abord, là, il faut corriger, madame. De très vite, ce n'est pas parce que vous voyez, j'espère, comme ça, c'est pas parce que vous voyez Michel Mouvoudi comme ça que vous dites qu'il n'est pas malade. Ça, il faut très vite corriger. C'est le mauvais message. Quelqu'un peut être très bien portant, apparemment, mais il est malade. Il est porteur. Ok, ça veut dire que les gens que vous avez vus à Tchangou, il faut dire,
on n'a pas vu visiblement des cas. Mais vous pouvez avoir des gens qui sont malades, mais qui s'ignorent, ou alors qui présentent juste une infection bénigne. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que pour eux, malade veut dire quelqu'un alité avec des bonbons, avec des sondes. Non. Mais docteur, ça, c'est le premier élément. À l'allure où ces gens-là évoluent, ouais. Docteur, ne craignez-vous pas les catacombes là-bas à Tchangou? Mais évidemment, madame, c'est ce qu'on vous dit chaque jour. C'est ce qu'on vous demande de passer comme message. Il ne faut pas rêver dans une situation où on vous dit mettez le masque parce que vous pouvez contaminer. Vous dites non, nous à Massina, nous allons continuer. Mais évidemment, si on a une infection qui arrive, l'infection va partir très vite. C'est très clair. Et c'est comme ça qu'il faut intensifier les mesures de sécurité. Quand je dis sécurité, ça veut dire l'application stricte des mesures et le suivi. Ne laissez pas les gens dire oh, la maladie n'existe pas, moi je vais me promener sans masque. Vous constituez un danger public. Le deuxième point, pas seulement à Tchangou, moi je vois même à la Gombe. Vous allez plus loin, madame. Moi, je circule à la Gombe. Je travaille là-bas. Je vis non loin de là. Lorsque j'entre à la Gombe, je rencontre des personnes sans masque. N'allez pas loin à Kitambo. En venant ici, à Mbise à Pigeon, mais j'ai croisé des gens sans masque. Je suis entré ici, dans j'ai vu des gens sans masque. N'allez pas à Tchangou, parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, Massina !» Mais non, mais déjà, regardez autour de nous. Faisons un effort et je pense que de la responsabilité individuelle, nous allons tirer une réussite collective. Effectivement, docteur, le chef de l'État a fait la ronde des hôpitaux pour palper du doigt la réalité et apprécier le niveau de traitement des patients atteints du Covid-19. Dites-nous un peu, est-ce que cela a eu un impact auprès du personnel soignant, vous qui soignez? Est-ce que peut-être ça vous a remonté le moral? Il y a eu une motivation quelconque? Exactement, ça c'est clair, il ne faut même pas douter d'un instant. Premier élément, c'est que la supervision d'une telle riposte, c'est nécessaire, ok? Même pas que, est-ce que c'était important, mais dans une telle situation, il faut qu'il y ait des supervisions en cascade, ok? Et c'est très bien de voir ce niveau de hiérarchie descendre, palper du doigt les réalités. C'est très bien et je félicite le chef de l'État pour ça. Alors, deuxièmement, parce que, il y a eu des feedbacks. Il y a des gens qui se sont plaints, il y a des gens qui se sont exprimés. Vous voyez, quand un niveau comme celui-là descend, les gens s'expriment. Et ces expressions ont été justement transmises à qui de droit pour dire attention, les gens se plaignent de la prise en charge. Les gens se plaignent du retard des tests de laboratoire. Les gens se plaignent et des mécanismes se mettent en place pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme ça que moi je voudrais que vous compreniez qu'on est dans une problématique de santé publique. En santé publique, on n'est pas là pour se défendre. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire non, tout marche, ça va, vous allez voir, ça va. Non. Quand on est en santé publique, l'oreille est très importante. Le feedback des bénéficiaires, de la population, va vous aider à réussir. Et c'est comme ça qu'on vous écoute. C'est comme ça qu'on se dispose à vous écouter, à parler. Pourquoi? Parce que ce malade qui va parler d'avoir été mal reçu dans un hôpital, mais son feedback peut nous aider justement à comprendre quelque chose que nous ne connaissons pas peut-être. Que vous ignoriez peut-être. Vous ignoriez peut-être. C'est comme ça que ces genres de missions de supervision que nous voyons, du chef de l'État, du ministre de la Santé, des partenaires, et ainsi de suite, c'est des choses à encourager parce que ça nous ramène de retour d'informations et surtout des informations nous permettent parfois de revaluer nos équipes, mais aussi de prendre des mesures idoines efficaces pour ne pas passer à côté de la problématique. Voilà, nous allons marquer une petite pause pour suivre ceci. Les agents de santé, que Dieu vous bénisse, oui c'est ça. Les agents de santé, que Dieu vous bénisse, oui c'est ça. Tu quittes chez toi, tu pars au boulot dans l'objectif de sauver des vies. Tu prends des risques pour ta propre vie ainsi que celle de ta famille. Comme un soldat, tu es un champ de bataille, tu te bats toujours pour avoir victoire. Ton quotidien, fatigue, sommeil, pour que chacun retrouve la santé. Et la maladie, dans la cité, fait des ravages et toi tu dis non. Et jour et nuit, toi tu te bats, voilà pourquoi tu es né talent. Amoué. Les agents de santé, que Dieu vous bénisse, oui c'est ça. Les agents de santé, que Dieu vous bénisse, oui c'est ça.
Voilà, des retours sur ce plateau. Madame, Messieurs, nous parlons de la prise en charge de personnes atteintes de la Covid-19. Retenez que c'est depuis le 10 mars que cette épidémie sévit en République démocratique du Congo. Alors, sur ces plateaux, nous recevons pour vous Dr Michel Mouvoudi. Il est spécialiste en santé publique, mais aussi membre de l'équipe de la riposte contre cette pandémie en République démocratique du Congo. Alors, docteur, parlons puisque nous sommes toujours dans la prise en charge de personnes atteintes de la Covid-19. Alors, il y a plusieurs hôpitaux retenus pour cette prise en charge. Est-ce que ces hôpitaux-là sont suffisamment équipés? Alors, il faut quand même avouer que, initialement, lorsqu'on a fait l'inventaire ou l'évaluation des hôpitaux, la plupart, je dis bien, n'avaient pas des plateaux escomptés pour pouvoir faire face, surtout aux questions de détresse respiratoire. Vous pouvez vous imaginer dans ce pays, par exemple, combien de réanimateurs on a, madame? Il n'y en a pas beaucoup. Ne vous en faites pas, on n'a pas beaucoup de réanimateurs dans le pays. On nous a parlé d'une affaire de moins de 10. C'est possible. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce qui est vrai, c'est que la demande aujourd'hui elle est très grande face à l'offre. D'accord? Ça, c'est clair. Mais donc, ça, c'est un. De deux, vous avez déjà visité les hôpitaux de Kinshasa. Vous les connaissez. Je ne peux pas vous apprendre grand-chose ici. Allez même aux universitaires. Nos hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés. C'est maintenant que nous faisons des efforts pour les doter des moyens techniques, logistiques, afin de faire face à cette problématique. Mais encore une fois de plus, ça ne devrait pas se limiter avec le Covid-19, ok? Et il ne faut pas oublier peut-être qu'on aura un Covid-25, 26 ou 27. Ça veut dire qu'il faudra justement investir dans l'offre des soins de santé de qualité. Évidemment, docteur, les experts chinois sur le sol congolais pour apporter un coup de pouce au personnel soignant en République démocratique du Congo, à quel niveau interviennent-ils? Alors, je ne sais pas vous donner des informations pointues là-dessus. Je me réserve d'être très détaillé. Je n'ai pas suivi le dossier du travail qui est en train de se faire entre nous et ces experts. Je vous donnerai... Jusque-là, pas de tractation, pas de collaboration. Ce qui est vrai, c'est que la RDC, c'est un pays très ouvert. Nous sommes très ouverts à tout le monde. Et vous savez bien que dans cette pandémie, une valeur importante qui est exploitée, c'est la solidarité. D'abord, au niveau africain, vous avez vu qu'il y a justement des collaborations entre pays, des discussions entre pays pour apprendre des uns des autres, n'est-ce pas? Deuxièmement, cette collaboration, cette solidarité est aussi internationale. Ok? Donc, on essaie au maximum d'utiliser l'expertise de tout un chacun. Et pour nous, je pense que ce sont des choses à encourager. Mais quant au contenu du travail qui se fait, je pense que je vous donnerai de plus en plus de détails dans les prochaines émissions. Dans les prisons, pour ne parler que de la prison de Ndolo, on a détecté 141 personnes atteintes de Covid-19. Plus d'ailleurs, ma consoeur vient de le relever. Où sont-ils passés? Qu'avez-vous fait de ces malades? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pas seulement à Ndolo, mais aussi dans les milieux carcéraux, dans la plupart du temps, c'est des conditions de confinement, des conditions de promiscuité qui sont justement des conditions très favorables à la propagation. Ce qui a été fait, c'est qu'on a dépisté d'abord les cas qu'on a dépistés. Le travail qui se fait, c'est aussi arriver d'abord à se rassurer que les restes les prisonniers ne sont pas contaminés, donc le dépistage devra se continuer et ces personnes ont été isolées, mises sous traitement. D'accord? Donc ça c'est très important. Alors, ce que vous devez savoir encore une fois de plus, autant je voulais mentionner, si vous avez des cas bénins, j'insiste, que ce soit un prisonnier, que ce soit n'importe qui, si vous avez un cas bénin, il faut juste vous rassurer que ce cas bénin est mis quelque part. Vous pouvez être à la maison, vous pouvez être à la même prison, mais vous avez votre masque, vous prélevez votre température, vous êtes sous surveillance médicale et on peut vous visiter par du personnel bien protégé pour vous rassurer que vous évoluez. Il y en a beaucoup, pas seulement les prisonniers, mais il y a beaucoup de personnes qui sont suivies comme ça, pour lesquelles justement on enregistre des très bons résultats. Bon, maintenant, je pense que le travail qui a été présenté par la zone de santé de Kokolo, c'était justement de voir dans quelle mesure on peut décongestionner la prison. Ok? Alors encore là, une fois de plus, c'est une situation extra-sectorielle. Je voudrais que vous compreniez, monsieur le journaliste ici, que la lutte au Covid-19, ce n'est pas une lutte dans la santé. Parce qu'on a tendance à croire que lutter contre excusez-moi, moi j'aime dire le Covid-19. Je sais que c'est la Covid, mais je vais être un peu têtu jusqu'à ce que je vais changer. Donc la lutte contre le Covid-19, c'est vraiment c'est pas une lutte intrasectorielle, uniquement la santé. C'est une lutte qui concerne tous les secteurs. C'est comme ça, par exemple, quand on parle de l'eau, c'est pas le secteur de la santé. Quand on parle de la sécurité, c'est pas le secteur de la santé. Encore une fois de plus, pour une question où on doit décider
décongestionner les prisons. Ce n'est pas le secteur de la santé. Ça va demander probablement que la justice, la défense... C'est que vous sauriez où ils sont, présentement, c'est malade. Non, je ne peux pas vous le dire. Je pense que c'est une question qu'il faut réserver au ministère de la Défense ou au ministère de la Justice pour savoir qu'est-ce qui va être fait. Au niveau sectoriel, au niveau de la santé, l'information que moi je peux vous donner, c'est qu'il y a des interventions de santé publique qui sont menées pour justement arriver à gérer cette situation. Alors, parlons à présent du traitement. Nous avons vu Dr Jérôme Mouniangui avec le Covid organique. Et entre-temps, il y a un médecin, j'ai oublié son nom, qui nous a amené le Manacovid. Alors, docteur, comment procédez-vous au traitement de ces personnes-là? C'est toujours un traitement à base de la chloroquine? Il faudra appliquer le Covid organique? Alors comment ça se passe? J'aime beaucoup cette question parce que c'est une question de la nuit des temps, comme on dit. Premièrement, je vous le permettez, je vais être assez structuré encore là-dessus. Je vais vous parler de 3 choses. La première des choses, c'est que comprenez d'abord que, cette pandémie, c'est l'occasion à tout le monde de pouvoir apporter une solution. Okay? Contrairement à ce qu'on pense, que non, il y a quelqu'un qu'on ne veut pas, il y a quelqu'un qu'on n'aime pas. Non. Une équipe de la riposte imperméable. Mais non, c'est pas vrai. Au contraire, nous sommes à la demande des solutions. Nous voulons que chacun de nous dise, mais moi j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça. Moi j'ai vu par exemple des jeunes de l'INPP, ou je crois d'une institution, qui ont proposé même des respirateurs, des lave-mains, tout ça. Donc encore une fois de plus, c'est pour moi l'occasion de dire, on a besoin de tout le monde. Okay? On a besoin de voir émerger des talents, et on en a. Et la réponse peut être locale. Ne sommes pas toujours dans ce rêve de voir les réponses importées, des réponses exogènes. On peut trouver des réponses localement. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, sur les médicaments, monsieur le journaliste, lorsque vous trouvez une solution, il y a des procédures pays qui exigent à ce que justement on valide ce que vous venez de dire. Je l'ai mentionné un peu plus avant. Autant il y a des gens qui peuvent dire, j'ai trouvé, c'est ça, et c'est vraiment ça, il l'a fait dans le souci de trouver une solution. Autant il y a aussi des personnes qui peuvent nuire. Mais je ne dis pas que c'est le cas d'espèce. Mais c'est comme ça que justement, il y a des procédures. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle, pour tout médicament que vous sortez, vous devez obtenir au niveau pays ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, qui est donnée par l'autorité de régulation. Cette autorité de régulation va justement vous demander de présenter le dossier avec tous les éléments. Vous l'avez testé chez qui? Quels étaient les résultats? Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va dire, le médicament n'est pas toxique, mais il est efficace. Et les résultats sont présentés à tout le monde. D'accord? Et ça, c'est des procédures partout. Maintenant, le Covid organique est venu. J'ai vu aussi nos amis de Lubumbashi qui ont présenté avec le professeur Ekwalanga, je pense, des choses. Et ça, d'abord, premièrement, il faut encourager ça. Mais deuxièmement, encore une fois de plus, lorsque nous recevons ce médicament, beaucoup de pays vont utiliser le Covid organique, mais il faut l'essayer. D'accord? Et c'est ce qui est en train d'être fait parce qu'on a reçu un lot. L'idée, c'est de pouvoir justement voir est-ce qu'il peut marcher. D'accord? Certifié. Sur des bases, toutes les bases scientifiques. Est-ce que si vous prenez le Covid organique, est-ce qu'à la fin, on peut dire, voilà, vous n'avez plus le Covid, mais aussi ça peut être que ce médicament, il est bon, mais en association. N'oubliez pas ça. Vous savez, à l'époque, même quand on a eu des médicaments contre certaines maladies, même la malaria, la trypanosomiase où j'ai travaillé, on avait un médicament. On donnait le médicament, on s'est rendu compte que non. Ce médicament seul ne pouvait pas. Quelqu'un vous dit non. Quand vous l'associez avec un deuxième, ça marche. C'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, on parle de trithérapie, par exemple. On parle des posologies à 2-3 médicaments. Pourquoi? Parce que ça peut être que le Covid organique peut marcher, je ne refuse pas, mais peut-être en association avec d'autres. C'est comme ça il y a tout un protocole qui est en élaboration, qui va permettre à ce qu'on combine. On a un modèle où on l'utilise seul, un modèle où on l'utilise combiné à d'autres. Mais n'oubliez pas, monsieur les journalistes, et ça, il faut le dire, tout le monde se plaint. Je suis d'accord que le feedback doit aller dans le sens d'améliorer, mais nous avons 270 guérisons aujourd'hui. Nous avons plus de 800 en bonne évolution. Lorsqu'on vous dit des cas en bonne évolution, c'est des gens qui n'ont plus de signes et qui attendent seulement les tests de laboratoire. Ça veut dire quand même quelque part, reconnaissons ce qu'on fait. Le problème, c'est que les gens pensent qu'il n'y a rien qui se fait. Non. Reconnaissons qu'aujourd'hui, si vous regardez sur les 1455 cas, si vous prenez les cas en bonne évolution, vous prenez les guéris, on a quand même quelque chose à montrer. Bien évidemment, on a des défis sur lesquels on travaille, notamment la prise en charge, notamment on déplore 61 décès, c'est beaucoup, moi ça me fait très mal, vous comprenez. Donc c'est des efforts à faire, mais reconnaissons cela. Donc encore une fois de plus,
Le Covid organique, c'est une solution qui a été proposée. Ben, pourquoi ne pas justement de tester, présenter des résultats de manière objective, transparente à la population en disant voilà ce que ça nous donne comme résultat seul ou en association. Et comme ça, on peut avancer. Docteur Michel Mouvoudi, j'ai appris avec Ebola, tous ceux qui ont reçu un traitement, ils ont reçu le vaccin contre Ebola. Vous avez travaillé dans ça. Ce sont des personnes qui ont été immunisées. Donc, c'est-à-dire ils ne peuvent plus souffrir de l'Ebola. Alors, qu'en est-il du Covid-19? Bon, ok. La première information, on va en rediscuter, mais la deuxième information, c'est que, d'abord, premièrement, pour le Covid-19, jusque-là, il n'y a pas de vaccin validé. D'accord? Donc, il faut que vous le sachiez. Mais il y a des essais dans 19 pays, je ne me trompe pas, sur le vaccin. D'accord? Mais retenez ceci. Deux informations, Madame Gabriela. La première information, c'est que si vous avez eu le Covid-19, il a été prouvé que si vous êtes guéri, il n'y a pas de preuve que vous êtes immunisé. Retenez ça. En Corée du Sud, on a eu ce cas. On a eu des gens qui ont été guéris, mais qui ont refait la maladie. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsque le vaccin va venir, il appartiendra justement au pays de décider si on peut l'utiliser ou pas. Moi, je pense que si on a un vaccin prouvé efficace, il faut justement en profiter parce que cette maladie peut être très bien traitée par un processus vaccinal d'immunisation. Mais encore une fois de plus, ce sont des recherches qui continuent. Mais pour le moment, le meilleur vaccin, entre guillemets, ce sont les mesures préventives. Avant d'attendre le vaccin, commençons par demander à la population de respecter les simples mesures barrières. Ce que j'ai toujours dit aux gens, et ça va beaucoup. De manière un peu concise, docteur, comment appréciez-vous les répercussions au niveau de la population par rapport au respect des mesures barrières? Parce que vous avez dit bien entendu que pour contenir la maladie et l'éradiquer très rapidement... on est encore faible, j'espère. On est encore faible. Moi, je pense que vous devez beaucoup doubler. On doit beaucoup investir dans la communication, honnêtement. Je le dis à tout le monde. Mettons beaucoup d'argent dans la communication pour le changement des comportements. Ce qu'on appelle la CCC. OK? On est encore loin. Moi, je vous dis... même toutes les questions de confinement, déconfinement, ça va se jouer autour de ça. Si on a confiné, que les gens ne respectent pas les mesures barrières en déconfinant, ça peut être plus dur. C'est encore une situation qu'il faut regarder. J'insiste, il faut beaucoup travailler sur les mesures barrières. Moi, l'impression que j'ai, quand je circule, je ne sais pas si vous allez me contredire, sur 10 personnes, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ne respectent pas. N'est-ce pas? Les raisons sont à trouver dans les changements de comportement, dans les respects stricts des mesures qui ont été dictées par les autorités. Mais aussi, je peux m'imaginer que les gens peuvent poser le problème de manque de masques. Mais là, justement, on peut y travailler. Aujourd'hui, on a la facilité, par exemple, d'avoir des masques au niveau local, à usage multiple. Donc, ce qui, justement, favorise l'accès à ces masques-là. Mais encore une fois de plus, je ne peux pas vous cacher, en tant que médecin de santé publique, je ne suis pas content de la manière dont les mesures barrières sont respectées dans la population. Nous devons tripler, si pas quadrupler d'efforts. Parler de la prise en charge de patients atteints du Covid-19 ne peut pas nous empêcher aujourd'hui de jeter un regard très pointu sur les diverses tractations qui s'effectuent au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de pratique professionnelle. Il y a déjà des mesures en vue pour la reprise des cours. Dites-nous un peu, docteur, est-ce qu'un travail a été fait au niveau du test des enseignants? Est-ce que les professeurs sont testés? Et quelle garantie aujourd'hui donner aux parents qui vont devoir accepter que leurs enfants aillent à l'école? Parce que c'est ça les soucis majeurs aujourd'hui. On craint une année blanche. Aujourd'hui, si on acceptait que les enfants reprennent le chemin de l'école, quelles sont les garanties réservez-vous à cette population? Alors, je vais être très modeste et humble avec vous. Cette question, je ne peux pas y répondre parce que tout simplement, je ne suis pas la personne attitrée à donner des opinions là-dessus. C'est une question qui relève d'un autre ministère et je préférerais que vous approchiez... C'est aussi un domaine de collaboration. Exactement, mais ce n'est pas à moi de mettre des opinions parce que c'est une question politique. C'est une décision politique, d'accord? Et je préférerais que vous vous approchiez des décideurs de ces secteurs-là pour en savoir plus. Mais encore une fois de plus, comme vous l'avez mentionné, c'est des tractations, c'est des discussions, ok? Il n'y a pas un chemin battu, mais aussi il n'y a pas un oui ou un non. Bon, s'il faut préconiser, docteur, il faut voir qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif et quelles sont les mesures d'encadrement, d'accord? Je crois que là où il faudra très bien suivre, c'est même si on ouvre, quelles sont les mesures d'encadrement? Absolument. Confiner, c'est bien, mais quelles sont les mesures d'encadrement? Déconfiner, c'est bien, mais quelles sont les mesures d'encadrement? Pour moi, c'est le mot. C'est le mot. Aujourd'hui, tout le monde veut sortir parce que justement, on a des impacts économiques déjà sur une population qui vit au jour le jour, où la population à 80% est dans le secteur informel. Mais tout ça, ça s'étudie, ça se discute. Et encore une fois de plus, pour toute décision que nous allons prendre autour de cette crise,
il faut y mettre des mesures d'encadrement. Voilà, docteur Michel Mouvoudi, comme l'a dit, j'espère, parler de la prise en charge de malades du Covid-19 ne nous empêche pas aussi de parler de personnes qui travaillent dans cette prise en charge. Alors, docteur, il y a quelques semaines, nous avons vu à travers les réseaux sociaux le barème salarial de personnes qui travaillent dans cette riposte-là, des infirmiers, les personnels soignants. Les personnels soignants, toutes ces personnes-là. Alors, on a vu ces barèmes salariales qui, bon, en tout cas, j'assume mes propos, ne convient pas. Alors, madame, je vais vous expliquer quelque chose, hein, et je mets les réserves, c'est mes propres opinions en tant que spécialiste. Je n'engage pas ici une institution. J'insiste, je donne mes avis comme spécialiste et je m'arrête là. Et ce que j'ai dit m'engage que moi. Comme citoyen congolais avant tout. Exactement. Et comme médecin, j'ai 20 ans d'expérience dans les systèmes de santé. J'ai beaucoup travaillé sur les épidémies, donc je peux dire quelque chose. Alors, la riposte est menée au sein du système de santé. D'accord? Je vais vous expliquer ça très bien. Moi, j'étais médecin des zones. D'accord? Lorsqu'il y a une épidémie de rougeole dans ma zone de santé, en tant que agent de santé, en tant qu'agent du système de santé, lutter contre cette épidémie, ça fait partie de mon travail de routine. Vous devez d'abord comprendre ça. Je suis médecin d'un hôpital général de référence. Je suis infirmier d'un centre de santé. Je suis médecin inspecteur provincial. Je suis médecin chef de division provinciale de la santé. Lorsqu'il y a une crise de santé, comprenez d'abord, monsieur le journaliste, que cela entre dans mes termes de référence. Ça veut dire que vous, en fait, en réalité, hein, si aujourd'hui je suis médecin directeur de l'hôpital X, ok, on me dit attention, on t'amène des cas de rougeole, dans mes termes de référence, dans mon job description, je m'occupe de ces cas-là. Je ne vais pas dire pour ce cas, j'ai besoin qu'on me paye. En principe, il faut que vous compreniez ça. Ça fait partie du monde. Sauf si vous êtes externe. C'est pour cela même qu'au début, quand la réponse a commencé, on a demandé qu'on puisse l'intégrer dans le système de santé parce que les personnes ressources qu'on utilise aujourd'hui sont les agents de l'État qui ont un salaire, qui ont une prime de risque déjà au départ. Je n'entre pas dans le débat, qui n'en a pas, c'est peu, c'est pas peu. Mais ils sont déjà payés dans la tradition de leur fonction. C'est comme ça qu'un médecin fonctionne. Moi, quand j'étais médecin, vous ne m'amenez pas un malade à l'hôpital, je vous dis, ah, vous m'amenez un cas de tuberculose. Mais où est l'argent du programme de la tuberculose? Non, ça fait partie de soigner les malades. Ça, c'est un. De deux maintenant. Il y a un effort supplémentaire qu'on demande aux gens. Vous comprenez? Il y a un effort supplémentaire qu'on demande aux gens en se disant, mais écoutez, Madame Gabriela qui quitte toujours à 18h, maintenant avec ça, elle va devoir quitter à 2h du matin parce qu'il y a un effort supplémentaire. Et c'est là où justement le gouvernement et les partenaires ont discuté pour voir quel serait un bonus. Moi j'appelle ça un bonus. En réalité, ce n'est pas ça le salaire. Il faut que vous compreniez, le salaire n'est pas donné comme ça. Le salaire, c'est réglementaire. Il y a tout un processus administratif qui se met en place. On dit, voici le salaire par catégorie. Mais, vous comprenez en parlant ça? De ces salaires-là, docteur... Exactement. Ce n'est pas un salaire, c'est une prime. D'abord, il faut comprendre que le barème, c'est le barème de prime. Qu'est-ce que ça veut dire prime? Ça veut dire qu'en fait, j'espère travailler à la télévision. Il a un salaire de $100, mais parce qu'il y a une situation ad hoc qui lui demande beaucoup d'efforts, on lui ajoute une prime de $200 ou de $100. C'est un complément. Et c'est comme ça que justement, encore une fois de plus, le gouvernement et les partenaires ont discuté pour dire qu'est-ce que cela peut être fait. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Mais c'est pas à moi de vous répondre à cette question. Il faut justement poser la question à ceux qui ont fixé ces prix-là pour dire est-ce que ça convient, ça ne convient pas. Mais maintenant, Madame Gabriela compare ça avec l'Ebola. Oui. Est-ce que c'était le bon exemple? Parce que j'ai appris, par exemple, j'étais sur l'Ebola. Il y a des gens qui se sont dit attention, vous payez beaucoup les gens, c'est ça qui va faire que la maladie continue. Ça, c'est une opinion que je ne défends pas. Hein? Ah non, mais attention, en payant comme ça quelqu'un, mais ça va faire que la maladie ne termine pas. Maintenant, quelles étaient les leçons tirées de l'Ebola vis-à-vis du Covid? En tout cas, encore une fois de plus, je vous laisse interroger les prestataires et je vous laisse aussi, messieurs journalistes, interroger la population. Aujourd'hui, est-ce que la qualité des soins que nous offrons, je me jette la pierre, nous médecins, infirmiers, la qualité des soins que nous offrons, est-ce que ça peut donner courage à quelqu'un de dire triplon? Ça peut être aussi ça. Je dis, mais écoutez, quand vous entendez la population crier, s'alarmer, de l'autre côté, vous dites, oh non, ajoutez, ça peut être contradictoire. Pour eux, une certaine opinion. Dis, mais attendez,
est-ce qu'on ne peut pas équilibrer qualité des soins et ce qu'on reçoit? Mais encore une fois de plus, je suis tout à fait d'accord que s'il y a des améliorations à faire, ça peut être important, mais il faut les discuter. Et ce n'est pas ce cadre, ce n'est pas moi, mon opinion. Moi, je suis médecin, hein, je preste. Donc, je soigne, j'ai des malades que je soigne et je ne le fais pas pour l'argent. Le serment que nous avons prêté, ce n'est pas un serment de naturellement, vous ne voulez pas de l'argent, je ne travaille pas. C'est le serment de sauver les vies, ok? Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut améliorer les conditions de nos prestataires, même en dehors de la pandémie. Oui. Un serment que certains médecins violent d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ça, docteur. Nous sommes dans la pandémie, nous sommes dans Covid-19. Docteur Michel Mouvoudi, vous avez évoqué plusieurs points tout à l'heure. Vous avez dit que le problème de cette maladie du Covid-19 doit être inséré dans le programme habituel de médecins. Dans les systèmes de santé. Systèmes de santé. Exactement. Alors, docteur, nous le savons très bien, Covid-19 n'est pas semblable à une maladie métabolique. Covid-19, c'est une maladie contagieuse. Alors, ces personnes-là qui doivent travailler dans cette riposte doivent suffisamment être équipées et ils doivent être motivés parce que déjà, ce que ces médecins-là ou ces infirmières-là reçoivent comme argent, c'est d'ailleurs insignifiant. Alors, n'est-ce pas une occasion propice pour l'État congolais d'améliorer les conditions de ces personnes-là? Je l'ai mentionné. Et là, j'évoque d'ailleurs le médecin non primé. Ces gens-là qui sont tout le jour devant l'hôtel du gouvernement pour réclamer leur argent. C'est ça, madame. Je l'ai mentionné. OK? Même en dehors de cette situation, les droits des prestataires, il faut l'appliquer. Ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie que vous allez dire « Ah, l'occasion est arrivée maintenant pour bien payer ». Ce n'est pas le jour où on aura un problème de communication qu'on va dire « L'occasion est arrivée maintenant pour bien payer ». Non, la question d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, je parle des travailleurs, y compris vous, c'est une question qui est dans l'agenda du pays. Vous savez, moi j'ai lu le programme, je vois que tout le monde se bat à y arriver. Ok? Épidémie ou pas épidémie, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voulais encore répéter, on a besoin justement d'équiper nos hôpitaux, de mettre en place des mesures qu'il faut pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions afin d'avoir de bons résultats. Bon, maintenant, sur la question des paiements, personne ne l'occulte, hein? Personne ne dit que c'est pas important de payer, non, personne ne le dit, d'accord? Et le travail à faire maintenant, c'est que est-ce que doit-on, dans une situation comme celle-ci, sacrifier la vie parce que tout simplement on paye le 1/4, le 2/3? Ça, c'est une question de santé publique qu'il faut voir. Ok? Pour moi, non. Mais de l'autre côté, les efforts doivent être faits pour que les conditions soient améliorées. Ça, on ne refuse pas. Vous comprenez? Ça, on ne refuse pas. Mais il ne faut pas qu'on conditionne la prime de risque à payer à tout le monde parce qu'on a le Covid. Non, là, on fausse. Après le Covid, on fait qu'on supprime? Non, les conditions de travail doivent être améliorées en tout temps parce que parlez pas seulement d'une maladie contagieuse, mais l'Ebola était contagieux, n'est-ce pas? La tuberculose, à l'époque, le VIH, il y a des personnels de santé qui se sont infectés dans les milieux hospitaliers parce que tu piques, tu te retrouves contaminé. Beaucoup de maladies contagieuses ont circulé dans le système de santé et je vous dis, vous le savez, il y a des personnels de santé qui se sont infectés. Pas seulement pour cette épidémie, mais même à l'époque, même avec l'Ebola, tué même, vous le savez. Donc vous comprenez que la situation est très complexe et moi je peux vous dire que le pays est en train d'y travailler. D'accord? Je ne veux pas aller dans les détails pour vous donner le processus. Suivez cette question, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, le pays fait des efforts et on va y arriver. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, nous avons suivi avec beaucoup d'attention toute cette prestation éloquente. Vous avez essayé un peu de relever beaucoup de choses ici sur ces plateaux. Mais j'aimerais aussi avoir en effet ce que votre regard en tant que spécialiste de ce domaine. Le Covid-19 a chamboulé non seulement la RDC, mais aussi le monde. À mi-parcours, vous avez peut-être des leçons à tirer par rapport à la gestion de cette maladie et qu'envisagez-vous, bien peut-être quelles sont les propositions que vous pouvez faire aux autorités gérant ces secteurs sanitaires après le Covid-19, dans quel secteur il faut intervenir véritablement, parce qu'il y a la recherche scientifique qui a été aussi remise en cause pour dire, bon, en fait, nous avons des chercheurs, bien peut-être il y a un secteur où on n'a pas vraiment alloué un budget conséquent. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière conséquente pour garantir à cette population un soin de santé adéquat? Crise sanitaire, impact socio-économique. D'accord? La crise, elle est sanitaire aujourd'hui. Elle demande des interventions de santé publique robustes. Si le pays s'engage fortement dans le respect des mesures barrières, nous allons faire des progrès. D'accord? Ces mesures sont connues. On ne revient pas. Il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on investisse dans la prise en charge actuellement et la communication principalement. OK? Soit pour moi, si on y travaille en termes de santé publique, on peut arriver drastiquement à voir la pandémie diminuer. Crise socio-économique, vous savez, cette crise
D'abord, c'est une crise de capital humain. Vous avez des gens malades qui ne peuvent plus produire. Vous avez le grand confinement, qui empêche les transactions. Des pays qui sont touchés comme la Chine, vous connaissez le rôle de la Chine dans l'économie mondiale en termes de chaîne d'approvisionnement des marchés. Les 3 grandes économies en Afrique sont touchées, le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Ici en RDC, on a pratiquement une diminution drastique des échanges. Ça va entraîner une récession, mais aussi l'inertie de la population qui est dans le secteur informel va avoir de l'impact sur les revenus des ménages. On parle d'une plus grande récession qu'on aura et la perte en Afrique subsaharienne va être estimée entre 30 à 80 milliards de dollars pour l'année 2020. Il faut commencer déjà à travailler sur l'atténuation des impacts socio-économiques. Très important. Déjà de penser à ces personnes qui risquent de mourir de faim, penser à ces personnes qui risquent d'être dans un environnement où l'insécurité augmente parce que les gens vont chercher comment vivre, mais aussi faites attention à ces licenciements qui peuvent arriver parce que vous avez des secteurs comme le tourisme et l'hôtellerie qui souffrent et demain qui vont devoir mettre les gens en congé technique, l'aviation et ainsi de suite. Donc il faut déjà commencer à voir comment on atténue ça. Ça, c'est vraiment mon conseil. Voilà, c'est vite un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Docteur Michel Mouvoudi, un grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et merci à Jesper Labunda. Merci beaucoup Gabriela et grand merci aussi au docteur pour cette prestation éloquente. Merci beaucoup Jesper, merci à vous pour l'invitation mais aussi pour votre belle connaissance, votre très bonne vue de cette question justement qui est très complexe. Et je pense que vous maîtrisez bien le sujet et je suis très content que vous communiquiez comme ça. Voilà. Merci beaucoup docteur et un grand merci à vous fidèles téléspectateurs de Canal Futur Télévision. Un grand merci à l'équipe technique, à ceux qui étaient derrière la caméra, Trésor Zimambou, Trésor Bokombi, ainsi que à Malthus Ndelo. Les rendez-vous est pris à la prochaine, alors restez branchés sur Canal Futur Télévision. Confinement. Le virus est dehors, partout, méchant, vorace et barbare. Enfermons-nous, comme en temps de guerre. L'ennemi n'a pas de visage. Et nous, on est de tous âges. Nous et ceux qu'on aime. Nos enfants en bas âge. Confinons-nous. Restons à la maison.